Le Parti socialiste aura son candidat. Propos de Cheikh Abdoul Khadr Sissoko, ancien président de l'Assemblée nationale. Il sera désigné soit à l'issue d'élections primaires, soit après une décision de soutien du candidat de Benno Bokk Yakaar. Vous pourrez suivre l'entretien que Cheikh Abdoul Khadr Sissoko a accordé à RFM. Ce sera dans la soirée, dans RFM Soir. Le maire de Mbacké affiche de grandes ambitions politiques après son élection à la tête de cette commune de la région de Diourbel. Abdou Mbacké Ndao a décidé de faire carrément de la politique, même candidat à l'élection présidentielle. Ce n'est pas à exclure. Papa Balagui. J'ai débuté mes activités politiques à partir d'aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour prendre son envol dans l'arène politique sénégalaise. Une conviction du maire de Mbacké, Abdou Mbacké Ndao. Après la mairie, d'autres ambitions se dessinent à l'échelle nationale. Je n'ai jamais fait de la politique, mais c'est à partir d'aujourd'hui que j'ai décidé de commencer à faire de la politique. C'est m'activer sur le terrain politique, au niveau local, départemental, régional et national et international. C'est quoi l'objectif, la présidence? Vous savez, la présidence, c'est rien d'autre que Sénégalais élus président. C'est pas des anges, c'est pas des gens qui sont beaucoup plus calés que les autres. Donc c'est une volonté, la personne doit avoir une volonté, une vision, donc une détermination pour être quelque chose et après, avec la volonté de Dieu, s'il met le paquet, mais il y arrivera. Une rentrée politique motivée par la volonté de participer à l'émergence du Sénégal, en solo pour le moment, souligne-t-il. Rejoindre la paix, ne pas rejoindre la paix, c'est pas important. Moi, ce qui est important, c'est que le Sénégal soit épanoui. Le Sénégal sort de ses difficultés. Que le Sénégal soit émergent, c'est ce qui m'intéresse moi. Sollicité de toutes parts à rejoindre l'APR, le maire laisse planer le flou total en attendant de faire ses premiers pas dans la politique. Papa Balagui, Mbacké, Radio Futur Média. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. Antoine Diouf. Il est 12h11 avant de nous rendre au palais de justice. Parlons d'agriculture avec le ministère de tutelle qui n'a pas tardé à répliquer après que les chiffres de 2 millions de tonnes de céréales ont été contestés. Selon le directeur des analyses, prévisions et statistiques agricoles, ces chiffres sont basés sur une méthodologie scientifique. Il demande à ceux qui doutent d'apporter des preuves scientifiques. Écoutons Ibrahim Mendy, il est joint par El Hadj Ndioboudien. Les données que nous avons sont issues d'une méthodologie reconnue au niveau régional, une méthodologie que tous les pays de la sous-région utilisent. Donc, les données que moi j'ai sont issues d'une méthodologie scientifique. Ils n'ont qu'à prouver le contraire. C'est trop facile de contester des chiffres sans avoir des arguments scientifiques qui puissent contester ces données-là. Ces gens soutiennent que la réalité du terrain est toute autre et différente de ce que vous avez annoncé comme chiffre. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais de quelle réalité du terrain ils parlent? De quelle réalité du terrain? Moi, je suis une structure qui travaille sur la base de données scientifiques. Je ne fais pas des observations pour dire ceci, cela. On a une méthodologie scientifique qui permet de faire la collecte qu'on a toujours utilisée chaque année depuis des années, qui nous ont permis d'avoir ces données. Donc moi, comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas dans l'idée, oui, je dis ceci, cela. Non. Parlons science, parlons sur une base scientifique claire et nette. Cette méthodologie est mixée par le terrain, puisque ce que nous faisons est fait en étroite collaboration avec les directions régionaux. Nous avons un dispositif sur le terrain qui nous permet de faire ce travail-là. On fait le matching de ce que nous collectons avec les réalités du terrain. Donc si on me parle de terrain, moi, je suis aussi sur le terrain, au même titre que. Direction palais de justice où se déroule le procès du Sénabré. À la barre, Abdourahmane Gueye, cet ancien vendeur d'or au Tchad, avait été arrêté, accusé d'être un espion sous le régime de Habré. Mohamed Alimba, bonjour. Bonjour Antoine. Faites-nous le compte-rendu d'audience. 23 mars 1987, Abdourahmane Gueye et Demba Gaye, hommes d'affaires sénégalais, deux hommes d'affaires sénégalais résidant à Bangui quittent la Centrafrique à bord d'un avion militaire français pour aller vendre de l'or à des militaires français avec lesquels ils ont l'habitude de commercer. Une fois à l'aéroport, les deux amis sont arrêtés et acheminés directement à la DDS, la police politique de Hissène Habré. Ils sont accusés d'être des espions à la solde de Kadhafi et séparés.
Demba Gaye part pour un endroit inconnu, tandis que Abdourahmane Gaye prend la direction du camp des martyrs. Ils ne se reverront plus jamais. Demba Gaye va succomber plus tard des suites de ces mauvaises conditions de détention. Abdourahmane Gaye raconte pour sa part avoir subi les pires formes de torture, peu d'eau, peu de nourriture, pas de pain, que du riz mélangé à de la sauce pourrie préparée dans un fût rouillé, servi une fois le jour. L'homme assure ne devoir son salut qu'à l'intervention du khalife général des Mourides de l'époque, Serigne Abdoul Ahad Mbacké, qui a saisi le président Diouf. Ce dernier aurait tout fait pour obtenir sa libération sur place, donc via son ambassadeur. Question du parquet: pourquoi avez-vous accepté de voyager à bord de cet avion militaire français? Pourquoi n'avez-vous pas pris un vol commercial? Réponse du témoin: ce sont les Français qui nous ont fait la proposition. Ces Français eux-mêmes étaient amis avec les Tchadiens qu'ils soutenaient dans le cadre de l'opération Épervier. Soutien contre le colonel Kadhafi. Le parquet de répondre: alors monsieur Gueye, vous êtes vendeur d'or, aviez-vous les documents nécessaires pour exercer ce commerce? En Centrafrique, je payais, j'exerçais en toute légalité, à ses répondu. Pour le moment, donc, le témoin est en train d'être interrogé par la défense qui est en train donc de poser des questions à monsieur Gueye. Merci Mohamed Ali Mouba. RFM. L'actualité internationale. Le Mali d'abord, Sornana Tambaye. Notre organisation revendique l'attaque de l'hôtel Radisson. Il s'agit du Front de Libération du Massina, un groupe du centre du pays. C'est la deuxième organisation terroriste à revendiquer l'attaque de vendredi dernier après Al-Mourabitoun, dirigée par Mokhtar Belmokhtar, Djeynaba Seydouba. Le Front de Libération du Massina revendique l'attaque qui a visé l'hôtel Radisson. Le FLM précise qu'il a agi avec le groupe Ansardine, allié d'Agni dans le nord du Mali. Pour justifier l'attaque, l'un de ses porte-paroles, Ali Arma, affirme que le groupe judaïste a agi en réaction contre les forces Barkhane qui mènent des opérations contre le Front de Libération du Massina et le groupe Ansardine avec l'aide de l'armée malienne. En évoquant l'exécution de l'opération, le porte-parole du FLM affirme que le commando comportait 5 membres et que les 3 sont sortis sains et saufs. Dans le communiqué figurent d'autres menaces d'attentats. De son côté, Al-Mourabitoun, le groupe de Mokhtar Belmokhtar, a réitéré sa revendication dans un enregistrement sonore en arabe diffusé hier par la chaîne Al Jazeera. Dans cet enregistrement, le groupe assure que les assaillants étaient uniquement au nombre de 2 et laissant entendre qu'ils étaient tous maliens. Le Gabon a manifesté toute sa solidarité au Mali après ces attaques terroristes. Le président gabonais Ali Bongo et toute la classe politique ont vivement condamné ces actes barbares. À Libreville, nous retrouvons Yves Antonio Ogoula. Le terrorisme, cette bête immonde, frappe à nouveau l'Afrique avec la prise d'otages à Bamako. Ali Bongo Ondimba, qui s'exprime à travers les réseaux sociaux, condamne rigoureusement les attaques terroristes qui ont accablé le Mali avec la mort de 20 personnes. Le Gabon soutient le peuple frère du Mali, conclut le chef de l'État gabonais. L'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, candidat à la prochaine élection présidentielle en tournée nationale, exprime sa profonde tristesse au Mali, grand pays ami du Gabon. Jean Ping déplore cette violence barbare. L'UPG, l'Union du peuple gabonais, élève aussi la voix. Ce parti de l'opposition, tout en fustigeant la barbarie du siècle nouveau, apporte son soutien au peuple malien, camerounais et nigérien, victimes d'actes terroristes. L'UPG attend des actes forts dès lundi prochain à l'occasion de la rencontre internationale qui se tient à Libreville sur les questions de sécurité en Afrique centrale à l'initiative de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Yves Antonio Boula, Libreville, RFM. En attendant, le Nigeria continue de faire face au terrorisme. Et ce dimanche, Antoine, une femme s'est fait exploser dans le nord-est à Maïdougouri. 8 personnes ont été tuées. La kamikaze a actionné ses explosifs au milieu d'un groupe de réfugiés. Selon les enquêteurs, la jeune femme âgée d'une vingtaine d'années seulement était déguisée en réfugiée. L'attentat n'a pas encore été revendiqué, mais les autorités pensent à Boko Haram. C'est le 3e attentat qui touche cette partie du pays en une semaine. En France, l'émotion reste vive 10 jours après les attentats de Paris. Une centaine de franciliens se retrouvent tous les jours devant le Bataclan pour rendre hommage aux victimes. Bougies, fleurs et photos sont déposées à l'entrée, le tout dans un silence de cathédrale. Reportage à Paris, Yoro Mangara. Le rendez-vous des franciliens se tient toujours au Bataclan. Et depuis les attentats, c'est par dizaines qu'ils se retrouvent cette fois-ci à l'extérieur de la salle de spectacle. Devant cette salle mythique,
un cocktail de fleurs, de bougies et de petits mots. David, français de 67 ans, peine à cacher ses mots. Il n'a pas pu empêcher ses larmes de couler. Ce qui me bouleverse, c'est que c'était des jeunes, c'est tout. Je crois on peut pas faire passer aucun message, on peut essayer de comprendre. Voilà, et je pense que si on essaie de comprendre, peut-être que d'autres personnes essaieraient à comprendre à ce moment-là. Mais je suis trop bouleversé par des jeunes qui ont le tiers de l'âge que j'ai, c'est trop triste. Vous avez des parents parmi les victimes? Non, pas du tout, mais voilà. Je suis parisien, j'étais jamais passé parce que je voulais pas passer, je suis passé par nécessité pour aller à la poste et je suis très bouleversé, oui. Je pensais pas que ça me bouleverserait. La France est un pays de liberté, l'une des phrases accrochées sur un bout de papier pour rendre hommage aux victimes. Grégoire fait partie de ceux qui ne veulent pas oublier. Oui, ça fait vraiment de la peine de voir tout ça quand même. Quand les gens qui sont morts, malheureusement, c'est vraiment la peine à tout le monde. C'est la honte. Est-ce que c'est des êtres humains? C'est des animaux, quoi. La France tout entière va rendre un dernier hommage aux 130 victimes le vendredi prochain aux Invalides. Yoroma Gara Paris, Radio Futur Média. Cette fois-ci, la Belgique, elle est toujours en état d'alerte. Ce dimanche soir, 16 personnes ont été interpellées à la fin des 19 perquisitions menées par la police. Aucune arme ni explosif n'a été découvert selon le porte-parole du parquet. Le pays est donc en état d'alerte maximale. Bruxelles est quadrillée par l'armée. Les crèches, les écoles, les universités et le métro resteront fermés aujourd'hui. Parmi les suspects activement recherchés figure Salah Abdeslam, un Français de 26 ans résident en Belgique. Il aurait joué un rôle dans les attentats de Paris. Merci Sornana Tambay pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFI. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Le président Macky Sall reproche à ses collaborateurs et autres membres de son parti de ne pas défendre son bilan. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Point de vue dans quelques minutes. Les sports, Youssouf Bodian, le football d'abord avec la Ligue 1 qui a un nouveau leader. Le promu US Gorée, seule équipe invaincue après 3 journées. 3 clubs ont obtenu leur première victoire de la saison. Ça ne décolle toujours pas pour la Sunéor. Le bilan de la 3e journée avec Soracham. Le promu l'US Gorée s'approprie la place de leader avant la trêve. Les insulaires ont trouvé le petit point qui leur permet de se hisser à la tête du classement. C'était face à Guédiawaye Football Club à l'issue d'un match nul et vierge hier. Et cela au moment où la Lingard de Saint-Louis perd pour la première fois à domicile face à son voisin Yambour en ce début de championnat. Les Yambour qui signent ainsi leur 2e victoire d'affilée. Idem pour Mour Petite Côte qui a neutralisé le Giraffe de Dakar qui ne parvient toujours pas à obtenir une victoire après 3 journées. Mais cela, 3 clubs l'ont réussi. D'abord le Casa Sport qui, après avoir enchaîné 2 défaites, a pu connaître le goût de la victoire face à l'Olympique d'Angor, resté fixé sur 2 matchs nuls. Ensuite, Jambar, qui est venu chercher sa première victoire à Dakar. Les académiciens ont ainsi infligé aux Galactiques leur première défaite de la saison. Et enfin, l'US Ouakam, qui enregistre son premier succès. Les Ouakamois ont battu la Sunéor, la 3e défaite d'affilée de la saison pour les Huiliers en autant de sorties. Sunéor partage ainsi le bas du tableau avec Giraffe. Au moment où Gorée, seul club invaincu, Mour Petite Côte et Linger occupent respectivement la 1e, 2e et 3e place. Côté statistique, 14 buts ont été marqués pour cette 3e journée. Du côté des canonniers, Benoît Toupan de Mour Petite Côte, buteur hier, Daoud Ndiaye de l'AS Douane sont en tête avec 3 réalisations. Après 3 journées, on note aussi 14 victoires, 12 matchs nuls et 15 défaites pour 41 buts marqués. La Ligue 2 a aussi changé de leader, mais provisoirement, Génération Foot occupe la tête en attendant la suite de la 3e journée. Demain mardi au stade Amadou Barry, Yego qui accueille Kayor Foot à 15h en seconde heure. AS Pikine Teungueth FC au stade Demba Diop Aspa, Barguedj à 15h30, Dakar Sacré-Cœur. Ndarguedj après les 3 premières journées, la Ligue 1 et la Ligue 2 observent une trêve pour cause de la Coupe d'Afrique des Nations
des moins de 23 ans qu'abrite notre pays à partir du 28 novembre. Justement, CAN des U23, l'équipe olympique du Sénégal se prépare. À 5 jours du match d'ouverture, le Sénégal a fait hier face au Mali 0 partout. Un match amical qui s'est disputé au centre technique Jules-François Bocandé de Toubab Dialaw. L'objectif du Sénégal est clair, gagner cette CAN U23 à domicile. Les Lions olympiques ont-ils les moyens de l'atteindre? C'est la question que nous avons posée au sélectionneur adjoint de l'équipe nationale U20, vice-championne d'Afrique lors du dernier CHAN à Dakar et demi-finaliste de la Coupe du Monde, Malik Daf, que je vous propose de suivre. Je pense qu'avec le temps, cette équipe-là a mûri. Bon, ils sont allés à Congo pour gagner le pays hôte là-bas chez eux, gagner une trophée continentale. Ils sont revenus en prenant la Coupe de l'Étoile. Je pense qu'ils savent que maintenant, tout ce qu'on doit faire pour avoir cette Coupe, maintenant, il suffit que les gosses remettent les pieds sur terre, en sachant que le football n'est pas gagné d'avance. Les matchs se jouent à 90 000 ou bien 95 000 avec les arrêts de jeu. Pour préparer les adversaires en fonction de ce qu'on va voir, que le coach maîtrise bien son équipe. Maintenant, il faut lui souhaiter bonne chance. Mais les matchs suivent ne se ressemblent jamais. Ce qui est important, c'est que les équipes restent concentrées. Les jeunes savent que c'est un autre tournoi dans une autre envergure. On prépare les matchs les uns après les autres, après on verra ce que ça va donner. Donc vraiment, je suis optimiste parce que c'est ce que je veux vivre. Quelles sont les chances du Sénégal dans cette compétition? Moi, je pense que le Sénégal a les moyens de gagner cette équipe. Maintenant, il faut que tout le peuple, tout le monde soit de cette équipe, en posant cette équipe à la victoire finale. Donc, moi, je pense que les gosses l'ont montré. Il y a un potentiel énorme dans cette équipe. Maintenant, il faut que les gosses sentent le public, le peuple sénégalais derrière cette équipe. Malik Daf, par ailleurs, entraîneur de l'US Wakam, la Coupe d'Afrique des U23, jour J-5. Donc, le comité d'organisation fait face à la presse demain mardi. Rencontre prévue à 16h au Salon d'honneur du stade Léopold Sédar Senghor, le stade qui va abriter le match d'ouverture le samedi 28 novembre. Sénégal, Afrique du Sud, qui devrait arriver à Dakar le mercredi 25 novembre. Sont nos confrères du journal Stade. Critique à l'encontre d'Aliou Cissé, c'est prématuré. C'est l'avis de l'ancien international camerounais Patrick Mboma. Pour l'ancien buteur des Lions indomptables, le Sénégal a de bons joueurs, il faut juste laisser l'équipe grandir. Patrick Mboma, que je vous propose de suivre. J'ai aimé le contraste saisissant. Aliou Cissé est arrivé, on dit c'est un ancien joueur, on va lui donner les clés, il a un soupçon d'expérience, il fait quasiment l'unanimité, on est derrière lui. Et puis très vite derrière, une fois la nomination, on oublie tout ça et on demande, comme à tout sélectionneur au Sénégal, parce qu'on est un public intransigeant, on demande de la qualité, des résultats, sans lui laisser le temps, sans se rappeler que effectivement on a cru en lui, que c'est un jeune entraîneur et qu'il faut lui donner le crédit qu'il méritait d'avoir au moment de sa nomination. Aujourd'hui, c'est un Sénégal qui, on le sait, a des joueurs de qualité sur toutes les lignes. Donc, on attend, c'est normal, mondes et merveilles. Mais il faut aussi laisser à Aliou le temps de mettre en place les choses. La pression qui est exercée sur lui est une chose nouvelle. Pas qu'il n'a pas connu la pression du temps où il était joueur, mais il est maintenant assis sur le banc. Il n'a plus, comme on est, vous savez, sur le terrain, on est quand même un peu maître de la situation. Je dis un peu parce que on est 11, mais on peut changer les choses. Quand on est assis sur le terrain, une fois qu'on a laissé les Lions dans l'arène, c'est à eux d'agir et de se comporter. Les résultats vont venir d'eux-mêmes. Il faut du temps, et le temps, c'est une notion bien particulière qu'il faut savoir utiliser comme un allié et non un ennemi. Patrick Mboma, ancien attaquant du Cameroun, l'équipe nationale du Sénégal, donc Antoine, qualifié pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, va connaître ses adversaires de poule au mois de juin 2016. Merci Youssouf Bodian pour cette page des sports.